All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, bonjour. Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer la cause, je vous prie. La greffière d'audience, merci Monsieur le Président. La situation en République de Côte d'Ivoire dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Référence de l'affaire ICC 0211 0115 et nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, je vous remercie. Du fait des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, puisqu'il s'agit d'une audience qui a lieu à la fois dans un environnement virtuel et avec présence de juges dans le prétoire. Nous avons donc 3 juges qui se trouvent dans ce prétoire et 2 autres qui se trouvent dans un endroit éloigné. Les juges qui se trouvent dans le prétoire sont Monsieur le juge Morrison, Madame la juge Ibanez, ainsi que moi-même. Les 2 juges qui participent à l'audience, mais qui se trouvent dans un endroit éloigné, sont Monsieur le juge Hofmanski ainsi que Madame la juge Bossa. Je vais maintenant inviter mes collègues à se présenter pour que toutes les personnes qui participent de façon éloignée puissent les entendre et les voir. Et je vais commencer par Monsieur le juge Morrison. Le juge Morrison, qui n'a pas été entendu par l'interprète. Le président, je vous remercie. Monsieur le juge Hofmanski. Le juge Hofmanski, bonjour, chers collègues, et bonjour à tout le monde. Le juge président, je vous remercie. Madame la juge Ibanez, bonjour et bienvenue à cette audience. Le juge président, je vous remercie. Madame la juge Bossa, bonjour. Monsieur le président, bonjour chers collègues et bonjour à toutes les personnes qui se trouvent présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Le président, je vous remercie. Alors, pour ce qui est des conseils, je demande au conseil de rester assis lorsqu'il s'adresse à la Chambre. Sinon, nous ne pourrons pas les voir. Il faudra adapter les angles de prise des caméras. Donc, je vous demande de rester assis et je pense que vous allez vous présenter, mais il suffira aujourd'hui que le conseil principal de l'équipe se présente et annonce les noms de ses confrères et consoeurs en indiquant s'ils se trouvent dans le prétoire ou dans un endroit éloigné du prétoire. Et lorsque les conseils présenteront leurs observations orales, ils pourront bien entendu se lever et ajuster leur caméra s'ils le souhaitent à ce moment-là. Nous allons donc commencer par le bureau du procureur. Madame Brady. Madame Brady, bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à toutes les personnes. Je m'appelle Hélène Brady, je suis le premier substitut du procureur et je suis ici je participe à cette audience virtuelle avec les autres membres de mon équipe et tous les membres participent à cette audience à partir de différents endroits dans la haie. Et je vais donc les présenter. Il s'agit de Monsieur Reinhold Gallmetzer, substitut du procureur, Madame Priya Narayanan, conseil en appel, Monsieur Matteo Costi, conseil en appel, Madame Niveda Tirou, assistante au conseil en appel, Monsieur Eric MacDonald, premier substitut du procureur, ainsi que Monsieur Fabrizio Gariglia,
qui est le directeur de la division de l'accusation. Merci. Le président, je vous remercie. Qu'en est-il du conseil pour M. Gbagbo? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. L'équipe de défense de Laurent Gbagbo est aujourd'hui composée de Jennifer Naouric au Conseil, qui se trouve à La Haye, de Fianna Gantray, qui se trouve en France, de Angèle Jean-Georges, qui se trouve à La Haye, de Galadriel Marchais, qui se trouve à La Haye, du professeur Jacobs, qui se trouve à La Haye, et de moi-même, Emmanuel Altit, conseiller principal de Laurent Gbagbo, et je suis à Paris. Merci, monsieur. Le président, avant que je ne poursuive, j'ai remarqué que je n'ai pas en fait entendu l'interprétation de la cabine anglaise. Je ne sais pas si j'ai été le seul à avoir ce problème. Est-ce que quelqu'un pourrait s'intéresser à la question, s'il vous plaît? Ah, mais attendez. Je pense comprendre ce qui s'est passé. Je pense comprendre ce qui s'est passé. En fait, évidemment, si je garde mon micro allumé, je n'entends pas l'interprétation. Donc, c'est un problème technique, mais je pense que je vais parvenir à le régler. Donc, nous allons maintenant poursuivre et donner la parole au Conseil pour M. Blégoudet. Maître Knops. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Alexander Knops. Je suis conseil principal de Monsieur Blégoudet. Je me trouve dans le prétoire. Monsieur Blégoudet se trouve à ma gauche. Nous avons également Madame Antonina Dyke, conseillère juridique, et Madame Pedroso, conseillère juridique. Nous avons également Madame Laurine Vandeler qui se trouve à Singapour. Et nous avons une autre gestionnaire chargée du dossier, Madame Eswina Eftiridou. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Et j'aimerais maintenant demander au Bureau du Conseil public pour les victimes de se présenter. Maître Massida, bonjour Monsieur le Président et bonjour à toutes les personnes dans le prétoire et hors du prétoire. Dans cette affaire, les victimes sont représentées par le Conseil du Bureau du Conseil public pour les victimes et nous avons aujourd'hui à Abidjan Maître Brahima Sako, assistant du Conseil, à La Haye, dans un endroit hors du prétoire. Nous avons Madame Anna Pena, ou Madame Anna Peña plutôt, gestionnaire chargée du dossier. Et je me trouve dans les locaux de la CPI et je suis Maître Paulina Massida et je suis le Conseil principal. Le juge président, je vous remercie. Maître Altit, est-ce que vous pourriez confirmer, il se peut que vous l'ayez déjà fait d'ailleurs, mais est-ce que vous pourriez confirmer que M. Gbagbo suit l'audience? Alors, Monsieur le Président, j'ai eu un appel téléphonique il y a quelques minutes du responsable du greffe et il m'a confirmé que le technicien qui s'était déjà présenté la veille, hier soir, au domicile de M. Gbagbo pour installer les différents matériels, était à nouveau à son domicile pour que M. Gbagbo puisse suivre l'audience. Donc, autant que je sache, les choses se déroulent normalement, mais je n'ai pas de confirmation autre que cela. Et nous avons quelqu'un de l'équipe qui essaie de joindre Laurent Gbagbo pour savoir ce qu'il en est en ce moment même où nous parlons. Le juge président, est-ce que vous avez entendu l'interprétation de la cabine anglaise? A été visible à l'écran, nous pouvons l'entendre, nous pouvons le voir et je vais dès à présent éteindre son microphone afin qu'il ne vienne pas à l'écran sans le vouloir. Le président, bien. Nous allons poursuivre. Nous avons vu M. Gbagbo.
Donc nous allons poursuivre. Aujourd'hui, la Chambre d'appel est réunie pour entendre les observations orales dans l'appel du procureur contre le jugement de la Chambre de première instance numéro 1. Le verdict avait été annoncé le 15 janvier 2019 et les motifs ont été communiqués le 16 juillet 2019. C'est la première fois que la Chambre d'appel a convoqué une audience dans ce contexte. Et cela est expliqué par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons du fait de la pandémie de la COVID-19. Et comme nous l'avons déjà indiqué, nous avons donc une présence virtuelle, essentiellement virtuelle, pour les juges et pour plusieurs juristes de la Chambre d'appel. Nous avons également le conseil qui représente le procureur, à savoir l'appelant, le conseil pour M. Gbagbo, le conseil ou les conseils pour M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Nous avons également la présence de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudé. Nous avons le bureau pour le conseil public des victimes qui est représenté, ainsi que le personnel du greffe qui nous aide, et ce de moult façons, à savoir nous avons la présence des interprètes, des sténotypistes, ainsi que de différents techniciens. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une audience partiellement virtuelle, ce qui signifie que certaines personnes participent et se trouvent au siège de la Cour, ici à La Haye, soit directement dans le prétoire ou dans d'autres salles de réunion. D'autres personnes se trouvent dans des différents lieux hors de la Cour, certains se trouvant même dans des pays fort éloignés. J'aimerais donc indiquer que pour ce qui est des personnes qui se trouvent dans la Cour, les gestes de distanciation sont respectés en fonction des différents protocoles pertinents. J'aimerais également dire que je m'attends à ce que les participants qui ne se trouvent pas dans la cour observent également les gestes de distanciation requis dans le pays où ils se trouvent. Alors, normalement, tous les professionnels doivent être vêtus de leur robe. Mais il se peut que du fait de la pandémie COVID-19, certains se trouvent fort éloignés de leur robe. Et en l'espèce, nous n'allons pas demander le respect de ce protocole vestimentaire qui est strict. Et donc, nous vous permettrons donc d'avoir une tenue vestimentaire différente. Et je m'adresse également au Conseil. Lorsque vous vous adresserez à la Chambre, vous devrez, pour des raisons techniques, des raisons d'angle de caméra, rester assis. Alors, il faut savoir que le public, du fait de la pandémie et des mesures de sécurité mises en place, ne peut pas être présent lors de cette audience. Mais il y aura une diffusion en ligne de cette audience sur le site de la Cour avec le décalage habituel d'une demi-heure. C'est la première fois que nous avons une audience dans un tel contexte. Alors, j'espère que tout se passera aussi bien que possible. Mais je vous implore d'ores et déjà à faire preuve de compréhension et de patience au cas où il y a des problèmes, des contretemps pendant ces journées d'audience. Avant d'inviter les parties et le bureau du Conseil public pour les victimes à présenter leurs observations, j'aimerais résumer le contexte de cet appel. Cet appel procède d'un jugement pris par la majorité le 15 janvier 2019, jugement par lequel la Chambre d'instance numéro 1 a acquitté M. Gbagbo ainsi que M. Blé-Goudé de toutes les charges à leur encontre. Les motifs écrits qui sous-tendent ce jugement ont été publiés le 16 juillet 2019. Suite aux motifs écrits, le procureur a interjeté
été appel du jugement de la Chambre de première instance. Et le procureur a soulevé 2 moyens d'appel. Par son premier moyen d'appel, la procureure fait valoir que la majorité a commis une erreur en acquittant M. Gbagbo et M. Blé Goudé parce que la majorité n'a pas respecté certaines dispositions du statut de Rome que, d'après elle, les chambres doivent absolument respecter lorsqu'elles prononcent des jugements. À titre subsidiaire, la procureure avance qu'au cas où ces dispositions ne sont pas obligatoires, mais relèvent du pouvoir discrétionnaire, la Chambre de première instance a quand même commis une erreur quant à sa façon d'exercer ce pouvoir discrétionnaire. Par son second moyen d'appel, la procureure fait valoir que la majorité a commis une erreur de droit ou un vice de procédure ou les deux en acquittant M. Gbagbo et M. Blé Goudé, sans dûment énoncer et systématiquement appliquer une norme d'administration de la preuve et ou une approche clairement définie en matière d'appréciation du caractère suffisant des éléments de preuve. Voilà donc un résumé fort succinct des 2 moyens d'appel. J'en viens maintenant à la conduite de cette audience. Et nous souhaitons rappeler que dans la décision relative à la reprogrammation de l'audience devant la Chambre d'appel avait indiqué à la fois l'ordre de passage et le temps imparti au Conseil. Du fait des restrictions mises en place à cause de la COVID-19, l'audience sera composée en 3 séances d'1 heure chacune, divisées par 2 pauses de 45 minutes. La Chambre d'appel invitera les conseils à compléter leurs observations et tout en répondant aux arguments écrits des autres conseils qui ont des points de vue différents sur certains sujets. J'aimerais également rappeler au Conseil que nous attendons d'eux qu'ils fassent leur présentation en respectant le temps imparti. La greffière d'audience va superviser le temps imparti et indiquera 5 minutes avant la fin du temps qui leur a été imparti qu'il ne reste plus que 5 minutes au Conseil. Eu égard aux séances. Donc, les observations relatives au premier moyen d'appel et au second moyen d'appel, les conseils se voient accorder 30 minutes chacun par moyen d'appel pour présenter leurs observations. Cela est suivi par les séances relatives au recours. Les conseils auront 20 minutes chacun pour présenter leurs observations. Puis, les juges pourront poser des questions et nous avons prévu 60 minutes pour cet exercice. Et en dernier lieu, 15 minutes sera accordées à chaque conseil pour qu'ils présentent leurs toutes dernières observations. Lorsque les conseils présenteront leurs observations, nous leur demandons d'indiquer clairement de quelles questions ils vont parler. Dans la mesure du possible, les conseils devront s'abstenir de réitérer les arguments qui figurent déjà dans leurs écritures. J'aimerais maintenant inviter les conseils à présenter leurs observations relatives au moyen d'appel numéro 1. Et je donne la parole au conseil de l'accusation. Vous avez une demi-heure pour ce faire. The appeals chamber has previously asked a number of questions that are key to resolving the prosecution's appeal. We have provided our answers in writing. Today, I would like to respond to some of the defense's arguments on those questions relating to the errors under Ground 1. Ms. Brady will then elaborate on the impact of those errors. The 15 January decision granting the defense's motion for acquittal was a final decision under Article 74, meaning one that determines that an accused is either convicted or acquitted of the charges. Through that decision, the majority acquitted both accused, it dismissed all the charges against them, it ordered their immediate release pursuant to Article 81, it terminated the trial proceedings, and it triggered nebis in idem.
Mr. Gomez, hold on for a minute. Hold on. To get nervous in Eden, that's why you stop. I should say that when counsel are speaking, please. Lorsque vous intervenez, s'il vous plaît, je vous inviterai à bien vouloir vous présenter. Donc, il s'agit de Monsieur Gallmetzer. Le prochain intervenant est invité à bien vouloir se présenter avant de commencer son intervention. Je crois qu'il y a une difficulté technique. Un instant, Monsieur Gallmetzer. Indeed, Mr. President, I've been made aware that there is no French interpretation. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous entendez l'interprétation française? Non? Est-ce que vous entendez l'interprétation française? Je continue à parler pour vérifier. L'interprète de cabine française signale que son micro est bien allumé et qu'il ne semble pas y avoir de problème. Est-ce que vous m'entendez? It seems to be working, so I will ask Mr. Heinholz to begin. Voilà. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bien. Je répète que je suis Reinhold Gallmetzer et je représente le bureau du procureur. Et je reprends mon intervention. La Chambre d'appel a préalablement posé un certain nombre de questions qui sont clés pour résoudre l'appel de l'accusation. Nous avons fourni nos réponses par écrit. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à certains des arguments de la défense au sujet de ces questions relatives aux erreurs du moyen 1. Madame Brady développera ensuite l'impact de ces erreurs. La décision du 15 janvier faisant droit aux requêtes aux fins d'acquittement a été rendue au terme de l'article 74, c'est-à-dire c'est une décision qui détermine si un accusé est convaincu des charges qui pèsent contre lui ou acquitté. Par cette décision, la majorité a acquitté les deux accusés, rejeté toutes les charges qui pesaient contre eux, ordonné leur remise en liberté immédiate en application de l'article 81.3 et mis un terme au procès et déclenché le ne bis in idem. Monsieur Gbagbo et Monsieur Blé Goudé n'ont pas contesté aucun de ces éléments de la décision. En fait, ils font valoir que cette décision a bien tous ses effets. Monsieur Blé Goudé accepte même le fait que les décisions finales acquittant les accusés sont régies par l'article 74 et il prétend que la décision contestée n'est pas une décision finale d'acquittement, ce qui est incorrect. Monsieur Blé Goudé fait valoir que le statut inclut un régime juridique non spécifié qui autorise la Chambre à rendre une décision en acquittement avec tous ses effets sans pour autant respecter les conditions visées à l'article 74.5. Il prétend donc à tous les avantages d'une décision d'acquittement, article 74, sans respecter les prescriptions et d'ailleurs les garde-fous de cette disposition, ce qui est juridiquement incorrect, comme nous le montre une lecture plus affinée de beaucoup des arguments de base de M. Blé Goudé. Question numéro 1. La base juridique pour une procédure en insuffisance de moyens à charge. L'article 66.2 ne saurait être la base procédurale pour une décision d'acquittement et de ses prescriptions. Celui-ci prévoit qu'il revient à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé. Cet élément fondamental du statut s'applique tout au long du procès, de la même façon que d'autres dispositions telles que l'article 67 sur les droits de l'accusé. Néanmoins, les articles 66 et 67 ne constituent pas la base procédurale et n'établissent pas les prescriptions d'une décision finale d'acquittement. Le Président, un instant s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir vous arrêter.
L'orateur est invité à ralentir le rythme de son intervention. Monsieur Gallmetzer, effectivement, je vais parler un peu plus lentement. Je vous présente mes excuses. Les articles 66 ou 67 ne constituent pas la base d'une décision d'acquittement. Question 2. Sur l'interprétation du terme décision à l'article 74. L'interprétation textuelle de l'article 74 prévoit que cette disposition s'applique à un acquittement, y compris lorsque celle-ci est rendue au stade de l'insuffisance de moyens à charge. C'est justement parce qu'un acquittement est une décision finale mettant un terme à la procédure, le terme justement de décision à l'article 74 est utilisé au singulier. La Chambre ne rend qu'une décision de ce type. La Chambre fonde sa décision d'acquittement sur l'ensemble de la procédure menée jusqu'à ce moment que la défense ou les victimes ou la Chambre ait décidé ou non de présenter des éléments de preuve. La Chambre prend en compte tous les éléments de preuve présentés et les évalue à l'aune de la norme de la preuve applicable au stade de la procédure en insuffisance de moyens à charge. Que certaines chambres d'appel aient appelé leur décision finale jugement ne signifie pas que l'article 74 ne soit pas d'application. En l'occurrence, l'article 74 n'utilise pas le terme jugement. En conséquence, appeler une décision un jugement n'a pas de conséquences juridiques. Questions 3 et 4 sur la question de savoir s'il y a quelque chose dans l'article 74 qui exclut de son champ d'application un acquittement. L'attente est au stade de la procédure en insuffisance de moyens à charge. Monsieur Blégoudet tente d'établir un distinguo entre la nature de la décision et ses effets et ne soutient pas cet argument. À cet égard, la nature de la décision ne saurait être séparée de ses effets. Quelle que soit la loupe avec laquelle cette décision est examinée, on en arrive toujours à la même conclusion. Il s'agit d'une décision d'acquittement en vertu de l'article 74. C'est la seule disposition du statut qui permet de déclencher certains effets. Par sa nature même, la décision contestée est une décision d'acquittement en rejetant toutes les charges pesant contre l'accusé. La défense avait expressément requis un acquittement et la Chambre a fait droit à sa requête. Les effets de la décision découlent directement de sa nature. La Chambre a ordonné la mise en liberté immédiate de messieurs Blégoudet et Gbagbo et a mis un terme au procès à leur encontre. Les acquittements ont déclenché le ne bis in idem et le régime en appel au sens de l'article 81. En tout état de cause, le raisonnement sous-tendant l'article 74 et ses prescriptions, garantir que la conclusion ultime d'une chambre de première instance est fondée sur une base solide, juridique et de procédure, et le raisonnement s'applique à toutes les décisions finales, à moins que le statut n'en dispose autrement. La juge Herrera Carpucha n'a pas rendu une décision article 74. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire, car selon elle, la requête en insuffisance de moyens à charge de la défense aurait dû être rejetée. Les deux équipes de la défense se sont appuyées sur l'affaire Ruto et Sang pour étayer leurs arguments. Toutefois, la Chambre Ruto et Sang n'était pas liée par l'article 74.5. En effet, sa décision n'était pas une décision finale d'acquittement comparable à la décision du 15 janvier. Elle n'a pas acquitté l'accusé ni produit tous les effets d'une telle décision finale d'acquittement. En particulier, elle a annulé tout simplement les charges et par conséquent n'a pas déclenché le ne bis idem. Si la Chambre Ruto et Sang avait acquitté les accusés et rejeté les charges, sans possibilité pour le procureur d'engager de nouvelles poursuites, alors elle aurait dû rendre une décision d'acquittement plein en s'appuyant
sur l'article 74.5. Le juge Anderson a estimé que les acquittements de M. Blegoudé et Gbagbo portaient des effets équivalents à une décision article 74. Pour déclencher ces effets, la majorité devait respecter les prescriptions de l'article 74.5. Monsieur Blegoudé fait valoir que même si l'acquittement était une décision finale, cela ne déclenche pas automatiquement l'article 74, comme le montre l'exception sur les admissions de culpabilité, article 65. L'analogie à l'article 65 ne permet pas d'étayer cet argument. D'abord, l'article 5 est la seule exception dans le statut. Même si les rédacteurs avaient prévu une base juridique différente, il l'aurait fait, ou si les rédacteurs avaient prévu une base juridique différente, ils l'auraient fait de manière expresse. Ceci confirme la règle selon laquelle les décisions finales sont régies par l'article 74. Deuxièmement, l'article 5 n'est qu'une exception limitée, qui ne peut jamais être la base juridique d'un acquittement. L'article 65.3 prévoit que si les conditions d'une condamnation ne sont pas remplies, alors la Chambre de première instance ordonne que le procès se poursuive selon les procédures judiciaires habituelles, ce qui signifie que l'article 74 demeure la seule base procédurale du statut aux fins d'acquittement. Troisièmement, l'article 65 impose des prescriptions moins strictes au plan de la procédure que l'article 74, parce que lorsqu'une chambre constate qu'un accusé a fait une admission pleine en toute connaissance de cause de culpabilité, il est moins nécessaire pour la chambre de suivre la procédure article 75 pour ses conclusions au sujet de la preuve et pour condamner l'accusé. En tout état de cause, si l'on prend la déclaration de culpabilité dans l'affaire Al-Mahdi et l'article 65, la Chambre de première instance a malgré tout respecté les garanties article 74.5, mutatis mutandis. Question 8. En ce qui concerne les prescriptions à respecter pour une décision orale d'acquittement, M. Gbagbo et M. Blegoudé font valoir que le statut autorise une séparation entre le verdict et le raisonnement, en avançant que la combinaison du verdict de janvier et des motivations présentées en juillet, eh bien, ils satisfassent collectivement aux prescriptions de l'article 74. 5, ce qui est incorrect. On ne peut pas combiner différents éléments de déclaration judiciaire distincts pour forger une décision en bonne et due forme. La prise de décision judiciaire n'est pas un patchwork. Un acquittement, une inculpation en l'occurrence, doivent être faites dans le cadre d'une décision unique qui ne saurait être rallongée ou corrigée ou amendée par la Chambre de première instance à un stade ultérieur. D'ailleurs, le 16 janvier, la Chambre de première instance l'a annoncé de manière explicite. Ceci conclut le procès en ce qui concerne la Chambre de première instance. En conséquence, la question posée dans cet appel n'est pas de savoir si les raisons avancées par le juge Anderson 6 mois plus tard étaient suffisamment détaillées, mais plutôt la question de savoir si la décision d'acquittement du 15 janvier était bien conforme avec l'article 74.5. Elle ne l'était pas. Même si, pour l'argument, l'article 74.5 donne à la majorité une certaine marge de manœuvre pour fournir un résumé oral des raisons en acquittant l'accusé et de renvoyer le raisonnement complet par écrit à une date ultérieure, la décision du 15 janvier, de toute façon, ne satisfait pas aux prescriptions à minima d'un résumé. Un résumé doit inclure tous les éléments de la décision, même d'une manière résumée. L'article 74.5 exige que la décision contienne un exposé motivé des conclusions de la Chambre au sujet de la preuve et des conclusions. Le résumé également. Sinon, il ne s'agirait pas d'un résumé de la décision, mais au mieux d'un extrait de celle-ci. Le résumé fourni par le juge Framer dans l'affaire Ntaganda est un bon exemple
de cela. Il expose en détail d'abord comment la Chambre a évalué les éléments de preuve, deuxièmement, les principales conclusions factuelles de la Chambre, troisièmement, les constatations de la Chambre sur les crimes imputés et de la responsabilité, et quatrièmement, les conclusions globales de la Chambre s'agissant de la culpabilité de Ntaganda. La décision du 15 janvier ne saurait en aucune manière être comparée avec le résumé détaillé et effectif dans l'affaire Ntaganda. Elle indique simplement 5 éléments constitutifs clés des crimes pour lesquels, selon la majorité, l'accusation n'a pas fourni la charge de la preuve. Deuxièmement, pour éviter qu'une chambre ne s'engage sur un raisonnement axé sur le résultat, le résumé oral doit clairement montrer que la chambre a déjà tiré toutes ses conclusions et que ce qui va suivre n'est que la fin d'un processus de rédaction. La décision du 15 janvier n'est pas cela. Elle ne contient aucune référence de la Chambre en matière de preuve. Il est peu probable que la Chambre ait passé les 6 mois suivants l'acquittement à éditer un raisonnement écrit qui aurait déjà été rédigé préalablement. Il semble au contraire que de larges pans du raisonnement n'ont été rédigés qu'après l'acquittement des accusés par la majorité. Troisièmement, pour satisfaire à la prescription de la décision unique, les constatations de la Chambre dans la décision orale doivent être cohérentes avec ce qui suit dans la décision complète par écrit, ce qui n'a pas été le cas ici. Le résumé et les motifs par écrit ne sont pas cohérents sur au moins 2 points, la base juridique de la décision et la norme de la preuve applicable. Monsieur le Président, la décision du 15 janvier était bien une décision finale d'acquittement qui produisait tous les effets d'une décision prise en vertu de l'article 74. Les prescriptions article 74.5 auraient ainsi dû être appliquées à la décision du 15 janvier. La Chambre de première instance a commis une erreur en acquittant M. Gbagbo et M. Blegoudé en violation des obligations fondamentales au terme de l'article 74.5. Ceci conclut mes arguments et je donne la parole à Madame Brady pour parler de l'impact des erreurs au moyen 1. Merci. Madame Brady. Good morning again, Your Honours. Madame Brady, bonjour à nouveau. Madame, Messieurs les juges. Alors, je vais maintenant m'intéresser à la question 9 relative à l'impact de l'erreur pour le moyen d'appel numéro 1. Pour annuler une décision finale en appel, un appelant doit à la fois démontrer l'erreur qui a été commise ainsi que l'impact de l'erreur ou des erreurs sur la dite décision. Et cela donc du fait de l'article 83.2 qui dispose qu'une erreur de droit ou un vice de procédure doit avoir sérieusement entaché la décision. Alors que l'erreur de la majorité pour ce qui est du premier moyen d'appel n'aurait peut-être pas automatiquement invalidé la décision d'acquittement, son effet considérable sur la décision émane clairement de la nature fondamentale et grave de la violation, qu'elle soit considérée individuellement ou de façon cumulative avec les erreurs du second moyen d'appel. Une description écrite et publique d'une chambre d'appel des motifs de sa décision de condamner ou d'acquitter un accusé est essentielle pour sa prise de décision et son processus de prise de décision. La violation de la majorité des prescriptions de l'article 74, lorsqu'elle a acquitté M. Gbagbo et M. Blegoudé, n'était pas une irrégularité de procédure inoffensive. Elle a terni la quintessence même du processus de décision judiciaire et a ainsi eu une incidence sur la fiabilité et l'intégrité de la décision à proprement parler.
Et nous avançons qu'en conséquence, une affaire grave d'extrême victimisation a été brusquement et à tort interrompue à la fin de la présentation des moyens à charge. Voilà comment cela a sérieusement entaché la décision. En cas d'erreur de droit ou de vice de procédure, ce qui est important, c'est que si l'erreur n'avait pas été commise, la décision aurait été sensiblement différente de la décision rendue. Lorsqu'il s'agit d'erreurs juridiques de fond, il est assez simple de démontrer que si l'erreur n'avait pas été commise, la décision finale aurait été différente, selon toute vraisemblance. Mais lorsqu'il s'agit d'erreurs de procédure et d'erreurs de droit de nature procédurale, notamment lorsque la Chambre de première instance n'a pas pris de mesures, ce critère doit être raisonnablement interprété pour ne pas demander à un appelant de présenter une preuve impossible. C'est le concept du probatio diabolica, la preuve du diable. Et monsieur le juge, monsieur le président, comme vous l'avez vous-même dit dans Bemba, une erreur sera importante pour la décision finale s'il est, selon toute vraisemblance, probable que la Chambre de première instance aurait rendu une décision sensiblement différente si l'erreur n'avait pas été commise. En d'autres termes, si la Chambre d'appel ne pouvait pas être sûre que la Chambre de première instance aurait rendu le même jugement si l'erreur ne s'était pas produite. La défense fait valoir que la majorité serait parvenue à la même conclusion et que de toute façon, elle était parvenue à la même conclusion, à savoir que les éléments de preuve n'auraient pas permis de justifier une déclaration de culpabilité. Et d'ailleurs, M. Gbagbo va un peu plus loin puisqu'il indique qu'un procès de novo aurait abouti au même résultat. Alors, premièrement, Madame, Messieurs les juges, pour montrer que l'erreur a sérieusement entaché la décision, point n'est besoin de démontrer que s'ils n'avaient pas commis d'erreur et s'ils avaient suivi les prescriptions de l'article 74 avant de les acquitter en janvier 2019, la majorité aurait nécessairement rejeté les requêtes pour insuffisance de moyens de preuve et aurait conclu au caractère suffisant des moyens présentés. Il est impossible de remonter dans le temps maintenant et de démontrer cela de façon définitive. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que la majorité n'a pas rendu une décision motivée en bonne et due forme qui a respecté toutes les prescriptions de l'article 74.5 lorsqu'elle a acquitté ces deux hommes et que cela a été si fondamental qu'il est probable qu'il l'aurait été. Au moins, la Chambre d'appel ne peut pas être sûre que si la majorité n'avait pas commis d'erreur, elle aurait quand même fait droit aux requêtes de la défense et les aurait acquittées. De même, si une nouvelle Chambre d'appel devait connaître à nouveau de l'affaire et aurait suivi les procédures idoines et toutes les prescriptions de l'article 74.5, la conclusion aurait pu être différente. Après tout, Madame la juge Herrera Carbuccia l'a bien fait. Elle aurait rejeté les requêtes et aurait autorisé que l'affaire continue. Alors, Madame, Messieurs les juges, vous penserez peut-être qu'il est futile de présenter cet argument, étant donné que 6 mois plus tard, en juillet 2019, la majorité a présenté l'intégralité de ses motifs écrits pour avoir acquitté M. Gbagbo et M. Bégoudé. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, le mal était déjà fait. Et nous l'indiquons de façon détaillée dans notre mémoire. Si une chambre de première instance ne présente pas l'intégralité de ses conclusions motivées en bonne et due forme avant d'acquitter, elle risque de ne pas avoir présenté une décision motivée et en d'autres termes, en connaissance de cause. Et ce risque est exacerbé dans une chambre qui applique le
régime de la présentation pour les éléments de preuve, parce que contrairement à une chambre qui applique le régime d'admission des éléments de preuve, à ce moment-là, à la fin de la présentation des moyens à charge, la chambre de première instance n'avait pas encore analysé la pertinence, la valeur probante et la fiabilité et authenticité des éléments de preuve. Et en tant que tel, il faut dire que cette chambre connaissait moins bien les éléments de preuve par rapport à une chambre de première instance qui aurait déjà pris ces décisions. Dans son opinion écrite, Monsieur le juge Anderson reconnaît d'ailleurs cette situation et sa solution consiste à accepter tous les éléments de preuve présentés comme étant admis et à les analyser par rapport à la norme d'administration de la preuve pour insuffisance de moyens de preuve. Mais cela ne permet pas d'éviter le problème qui est que le 15 janvier, il ne l'avait pas fait. Comme Monsieur le juge Tarfusser l'a d'ailleurs reconnu ouvertement en audience publique le 16 janvier. Alors, donc tous ces facteurs objectifs convergent dans le même sens, à savoir la majorité n'avait pas terminé son exercice requis par l'article 74.5 lorsqu'ils ont oralement acquitté en janvier 2019 les deux hommes. Et quels sont ces faits objectifs? Alors, je vous ai parlé donc du régime de la présentation par opposition au régime d'admission. N'oublions pas la quantité des éléments de preuve. Il y avait 4610 documents pour être précis, 96 témoins qui ont été entendus pendant la présentation des moyens à charge. Et sur ces 96 témoins, quasiment 40 ont présenté des déclarations écrites intégrales ou en partie, conformément à la règle 68.2.3. Et puis, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier. Les mémoires des parties ont été fort longs et complets, d'ailleurs. Autre facteur à prendre en considération, il s'agit de mon troisième facteur. Il y a eu un laps de temps très, très court entre la procédure requête pour insuffisance de preuve et l'acquittement prononcé en janvier 2019. Autre facteur à prendre en considération, je parlerai de la dimension parcimonieuse de l'acquittement prononcé oralement. Il ne faut pas non plus oublier les disparités apparentes entre les juges de la majorité qui étaient même visibles 6 mois plus tard. Il y a eu un manque de lien clair entre la décision prononcée oralement et les décisions écrites. Et puis, le fait est qu'il a fallu 6 mois pour avoir ces motifs écrits. Tous ces motifs écrits présentés 6 mois ne peuvent pas compenser les problèmes de la décision du mois de janvier. Et il y a une possibilité, la possibilité d'une décision qui est motivée par les résultats dont a parlé mon confrère. Et il faut savoir donc que le raisonnement écrit qui a été présenté par la majorité 6 mois plus tard ne permet pas de prouver de façon concluante qu'il serait parvenu à cette décision de toute façon. À partir du moment où ils avaient annoncé leur décision en janvier, il était très peu probable qu'ils changent de cap. Deuxièmement, nous pouvons démontrer que la décision aurait été sensiblement différente. Le caractère fondamental et grave des violations de la majorité des prescriptions de l'article 74 a tant entaché la prise de décision qu'elle a recouvert d'une chape de doute la fiabilité de la décision et l'intégrité de l'issue. En d'autres termes, les prescriptions exigées par l'article 74 sont si fondamentales pour garantir la fiabilité d'une décision que sans ces prescriptions, une décision peut à peine être considérée comme une conclusion juridique valable. Le président, on me dit qu'il ne vous reste plus que 3 minutes, je vous en accorde 5. Madame Brady, je n'ai besoin que d'1 minute.
Je voulais en fait juste, en guise de conclusion, vous présenter une analogie. Imaginez un match. Vous avez deux équipes, l'équipe A et l'équipe B, elles sont ex aequo. Au cours des 30 dernières secondes du match, l'équipe A marque un but et elle est déclarée l'équipe gagnante. Donc, l'équipe B peut croire que le but n'a pas été correctement attribué. Mais si l'on découvre que le chronomètre était défectueux et que le match aurait dû se terminer 30 secondes plus tôt, l'équipe B n'aurait pas contesté, n'aurait pas eu besoin de contester le résultat du match sur la base de savoir si le goal avait été ou le but avait été attribué correctement. Une irrégularité fondamentale, une irrégularité de procédure gâche ainsi le jeu et son issue. L'erreur est de nature tout à fait semblable, bien que, bien entendu, elle se trouve dans un contexte tout à fait différent. Et j'en ai ainsi maintenant terminé avec les observations présentées par l'accusation pour le moyen d'appel numéro 1. Je vous remercie. Le juge président, je vous remercie. Madame Brady, nous allons donc maintenant donner la parole au Conseil pour les victimes. Maître Massida. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. J'aimerais demander à la Chambre de bien vouloir me dire quand nous allons faire la pause, tout simplement pour savoir où interrompre mon discours. Le juge président. La greffière d'audience vient de m'indiquer 5-6 minutes. Maître Paulina Massida. Alors, je vais donc pouvoir vous exprimer les préoccupations des victimes avant d'aborder le moyen d'appel numéro 1. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les victimes soutiennent et adhèrent aux arguments de l'accusation qui démontrent que la majorité a commis plusieurs erreurs de droit et ou vices de procédure. Toutefois, il est également important aux victimes de souligner que les dites erreurs sont le résultat d'une procédure extrêmement défectueuse et ne sont que quelques exemples illustratifs, certes, de l'échec global de la Chambre de première instance qui n'a pas su mener un procès juste, y compris vis-à-vis des victimes. Le président interrompant. Il y a eu un problème technique et donc je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Maître Massida, j'ai commencé mon discours en disant que les victimes soutenaient et adhéraient aux arguments de l'accusation qui démontrent que la majorité a commis plusieurs erreurs de droit et ou de vices de procédure. Mais je vous disais également, Monsieur le Président, qu'il est important pour les victimes de souligner que les dites erreurs sont le résultat de procédures extrêmement défectueuses et ne sont que quelques exemples illustratifs, certes, de l'échec général de la Chambre de première instance qui n'a pas su mener un procès équitable, notamment également vis-à-vis des victimes. Au cours des 4 années de procès, des défauts importants ont véritablement touché la procédure et on fait en sorte qu'il y ait eu une équité de fond, l'ont rendu fondamentalement injuste. Des différences d'approche, certaines d'ailleurs étant si graves qu'elles ont fracturé de façon répétée la Chambre à propos de nombreux éléments. Pour reprendre la formule de Monsieur le juge Tarfusser, la Chambre de première instance, dont la composition a constamment changé, n'a pas été en mesure de se mettre d'accord sur des éléments essentiels tels que l'approche des juges vis-à-vis des éléments de preuve, le traitement à accorder aux déclarations préalables en application de la règle 68 du règlement de preuve. Troisièmement, les déclarations publiques de certains
membres des équipes de la défense. Les procédures adoptées pour poser des questions aux témoins experts, ainsi que le manque de décision à propos de la recevabilité des éléments de preuve présentés au procès. Voilà quelques exemples. Il n'y a eu que quelques exemples au cours desquels une décision a été prise à l'unanimité par les 3 juges. L'inaptitude de la Chambre de première instance et plus important encore, l'inaptitude ou l'incapacité de la majorité à se mettre d'accord sur les questions fondamentales de droit et de procédure pendant ce procès a abouti à un manque manifeste de prévisibilité et de certitude juridique au cours de ce procès. Et cela a véritablement battu en brèche et eu des conséquences particulièrement néfastes sur pour les intérêts des victimes et pour ce qui est du devoir de la Chambre et de l'obligation de la Chambre à mener à bien un procès juste. Il faut savoir que pour reprendre les termes du jugement dans l'affaire N'Gujulu, il faut savoir que cela relève du paragraphe qui est cité par Maître Massida, et il faut savoir que cela a une incidence sur les erreurs, en fait, relèvent de la portée de l'article 64.2 du statut qui régisse les pouvoirs qui sont conférés à la Chambre de première instance pour la bonne conduite de la procédure, et cela a une incidence sur l'obligation judiciaire de base qui consiste à déterminer la vérité. Le juge Ebo Eosuji a élargi le droit au procès équitable aux victimes dans l'affaire Ruto en concluant qu'un procès doit être équitable pour toutes les parties et pour toutes les participants en l'espèce, la défense comme l'accusation et les victimes également. En ce sens, le droit à un procès équitable correspond au devoir ultime de la Chambre et qui consiste à assurer équité, diligence et à faire en sorte que la vérité éclate. Les victimes ont contribué à l'équité de la procédure. Elles ont partagé leurs souffrances, elles ont expliqué leurs souffrances et les conséquences des crimes pour leur vie, leur famille et leur communauté. Les victimes ont participé en l'espèce dans l'espoir qu'un jour justice sera rendue. Toutefois, le droit des victimes à la vérité, à la justice et aux réparations ont été lésés par l'échec global de la Chambre de première instance qui n'a pas conduit à un procès de façon équitable, et leurs droits ont encore été davantage lésés par les erreurs identifiées dans le mémoire d'appel de l'accusation, notamment les erreurs de droit et ou les vices de procédure relatifs à la violation des prescriptions du paragraphe 5 de l'article 74 du statut et le fait qu'ils n'ont pas su énoncer une norme de l'administration de la preuve claire lorsqu'ils ont décidé, lorsqu'ils ont pris leur décision au sujet des requêtes pour insuffisance de moyens de preuve et ont de ce fait privé les victimes d'un examen judiciaire concluant et d'un recours. En décidant d'examiner les requêtes pour insuffisance de moyens de preuve, la Chambre de première instance a commis une violation des droits des victimes, ce droit à la vérité et à la justice, parce qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ce genre de procédure. La Chambre n'a pas défini une norme d'administration de la preuve et a ainsi privé les victimes de leur capacité à présenter leur point de vue, leurs préoccupations et à donner également des consignes à leurs conseils. En renonçant sans motif valable à entendre la narration relative aux 5 événements faisant l'objet de charges, la Chambre de première instance n'a pas non plus fait la lumière sur les événements dont ont souffert les victimes. Monsieur le Président, ceci met un terme à ma présentation succincte sur les intérêts principaux des victimes en l'espèce. Je vais maintenant commencer par présenter certaines observations au sujet du premier moyen d'appel et je m'interroge et me demande si le moment ne serait pas opportun pour faire la pause. Le juge président, un petit moment. Oui, effectivement.
Le président s'interrompt. Yes, indeed. This will be Le président, oui, je pense que c'est le moment opportun justement pour faire la première pause. Nous allons donc lever l'audience et nous reviendrons dans 45 minutes, à 11h45 donc. Maître Massida, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, nous allons donc lever l'audience. Alors, si vous avez eu des problèmes techniques, utilisez le temps de la pause pour en parler à Madame la greffière d'audience. Merci.